l'art du langage. Alors pour faire de la poésie, le poète est obligé de s'appuyer sur une matière première que l'on appelle les mots ou encore le langage. C'est pourquoi si vous retournez dans son étymologie, le mot poésie vient du verbe poen, latin, qui signifie créer. Donc dès l'instant que la poésie désigne création, fabrication, le poète devient un créateur. Mais pas à l'image de Dieu, mais plutôt un créateur des mots. C'est différent du grand créateur de l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Donc en cela, il est clair que la poésie, au moment où le roman est fait pour être lu, parce que le roman c'est une histoire narrée, donc on lit un roman, la poésie quant à elle est faite pour être écoutée, chantée, parce que la poésie c'est de la musique. La poésie c'est une chanson à travers les rimes, les sonorités, les rythmes, tout ce qui est attrait à la versification. D'ailleurs, Verlaine disait que de la musique avant toute chose, ce qui signifie que la poésie, effectivement, peut, à bien des égards, comparer à une sorte de chant de l'âme, à une certaine musicalité. Donc si nous revenons très rapidement sur les différentes fonctions, comme le roman bien sûr, la poésie aussi a des fonctions, la poésie a des missions à accomplir dans la société, et la fonction naturelle ou encore la fonction principale de la poésie, c'est celle qui est liée à l'esthétique. Parce qu'on ne saurait en aucun cas faire ou encore comment on l'appelle encore, on ne peut pas détacher la poésie de l'esthétique, parce que la fonction esthétique de la poésie, c'est cette fonction qui offre l'opportunité au poète de cultiver le beau. Autrement dit, dans cette fonction, le poète n'aura qu'une seule ambition, c'est travailler les mots afin de produire un ouvrage ou encore une œuvre capable de séduire, de captiver l'attention de ses lecteurs. Et dans cette fonction appelée esthétique, donc l'œuvre poétique n'aura pas à enseigner, à éduquer, à moraliser ou même à s'immiscer des questions politiques, sociales, économiques ou religieuses. Ici, la seule chose qui vaille, c'est le beau et uniquement le beau. Donc le poète est obligé à ce niveau-là de travailler la perfection formelle de ses ouvrages afin de tenir en haleine ses lecteurs. D'ailleurs, si vous retournez dans la littérature, vous verrez qu'il y a un courant littéraire appelé le Parnasse, qui d'ailleurs justifie très clairement cette fonction esthétique de la poésie. Un des personnages du Parnasse, ou encore une des figures de proue de ce courant littéraire appelé Théophile Gautier, disait ceci: les dieux eux-mêmes meurent, mais seuls les vers souverains demeurent. Comme pour dire en fait que si vous attachez à votre poème une mission circonscrite dans un temps, si cette mission est terminée, votre poème n'aura plus de sens. Mais seulement aussi, il faut retenir que la poésie peut avoir, comme le roman, une fonction purement évasive, c'est-à-dire les capacités du poète à extirper le lecteur de ce monde aux difficultés mesquines pour le plonger dans un univers totalement paradisiaque où les mots dansent, ou encore on boit les mots comme de la liqueur très rare. Donc dans cette fonction évasive, les symbolistes et les surréalistes ont cette même conception de la poésie. Pour eux, derrière l'univers, il y a tout un autre univers codé, parce que l'univers dans lequel nous vivons, pour eux, c'est un univers codé, qu'il faudra aller maintenant au-delà de cet univers et aller découvrir ce monde suprasensible, ce monde intelligible, ce monde des mots, ce monde des vers, ce monde de la musicalité, qui nous permet ainsi de s'évader, de partir complètement de ce monde où les relations ne sont pas du tout sincères. Si vous regardez les poètes surréalistes, c'est la même conception aussi, parce que le surréalisme est né dans un contexte particulier de conflits, de guerres, de difficultés, de guerres à caractère universel, la première, la deuxième guerre mondiale. Donc ils ont inventé une technique particulière d'écriture que l'on appelle l'écriture automatique. Et si vous retournez dans la définition, on dit que l'écriture automatique, c'est cette écriture qui échappe au contrôle de la raison. Donc dès l'instant maintenant que la raison échappe à l'écriture, nous sommes pratiquement dans la folie, nous sommes dans l'imaginaire, nous sommes dans le déraisonnement le plus total. La poésie aussi peut avoir comme finalité l'enseignement, c'est-à-dire faire de la poésie, c'est décider surtout de participer au bon fonctionnement de sa société. En quoi faisant? En essayant surtout de véhiculer des messages
qui pourraient participer à la formation morale et intellectuelle des lecteurs. Donc, les poètes, comme les romanciers, parce qu'appartenant à des sociétés bien déterminées, ne peuvent pas rester insensibles aux tares, mais également aux vices de leur société. Si vous prenez un écrivain et poète comme Jean de La Fontaine dans ses fables, parce que la fable aussi c'est un sous-genre poétique, dans ses fables, ou dans les premières pages, ou encore au niveau de la préface, il disait « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Comme pour dire en fait que le poète peut à bien des égards être perçu comme un véritable pédagogue qui n'aura pas uniquement l'intention de produire de beaux vers pour séduire et captiver, mais plutôt qui aura un rôle important à jouer dans la formation, également dans l'enseignement et dans l'éducation de ses lecteurs. Par ailleurs aussi, il faut retenir que le poète peut dépasser ce rôle d'éducation ou encore d'éducateur pour s'impliquer dans les débats politiques, dans les débats sociaux et dans les débats religieux de son époque. Parce que le poète, en fait, celui qui fait la poésie, bien sûr, la poésie, pense que l'œuvre poétique peut avoir son importance. Peut avoir son importance lorsque les situations sont dures. Peut avoir son importance lorsque le peuple traverse des difficultés. Il transforme ainsi cette œuvre poétique, non pas comme une simple activité ornementale ou décorative, mais plutôt comme une arme redoutable de contestation. Si vous prenez les poètes romantiques, par exemple, parce que nous, lorsque nous parlons de romantisme, généralement, les pensées convergent vers l'exaltation du moi, cette poésie purement intimiste, personnelle. Oui, certes, vous avez raison. Mais il y a un autre côté qu'on appelle également le romantisme social, où les poètes, à l'image de Hugo, pensaient que la poésie doit être un instrument et non pas un ornement. Donc, cette poésie instrument, c'est cette poésie qui va s'attaquer à tout ce qui est contraire ou encore à tout ce qui peut empêcher à une société d'aller de l'avant ou encore aux difficultés qui cherchent à plomber la marche d'une société. En Afrique, la poésie de la négritude en est un exemple patent. Parce que nous tous, nous savons effectivement que la négritude, en seconde, bien sûr les élèves de la seconde, que l'Afrique a, de tous les continents, l'Afrique a presque été le continent qui a le plus souffert. Parce que l'Afrique a vécu l'esclavage, l'Afrique a vécu la colonisation, l'Afrique a vécu le processus de décolonisation, etc. Donc ces fils ne pouvaient pas rester insensibles devant cette domination occidentale. C'est pourquoi les poètes comme Aimé Césaire, les poètes comme Léopold Sédar Senghor ou encore David Diop, Léon Gontran Damas, ont décidé de faire de l'œuvre poétique une arme contre la colonisation, mais également contre la souffrance du nègre. Une arme leur permettant ainsi de revaloriser la race noire et de défendre l'intérêt du noir bec et ongles. Si vous retournez d'ailleurs dans le recueil de poèmes de Césaire, intitulé « Cahier d'un retour au pays natal », vous allez vous rendre compte qu'il disait « Embrassez-moi sans crainte, si je ne sais que parler, c'est pour mon peuple que je parlerai ». Une occasion pour dire effectivement que le poète, de tous les écrivains, lui seul est interdit de garder le luxe du silence. Autrement dit, que lorsque le peuple traverse des difficultés, le silence du poète serait synonyme de trahison. Lorsque vous vous taisez alors que le peuple vit des difficultés, votre peuple souffre. Ce silence est comparé à une sorte de trahison. Raison pour laquelle ils ne pouvaient pas. Ils se trouvaient même dans l'obligation, ils étaient tenus d'être aux côtés du peuple, d'être au devant de la scène et de porter le combat de tout un peuple. En Occident aussi, pareil. Donc, plusieurs poètes ont décidé et ont senti également cette nécessité de faire de l'œuvre poétique une arme de combat, un moyen de contestation, un outil de protestation contre l'injustice et les exactions. Attendez, bon, il y a aussi, la poésie peut revêtir un caractère personnel. Merci, M. Thiam. Il a résumé tout. Mais l'essentiel pour les élèves qui sont la cible d'aujourd'hui, c'est de faire la différence entre le genre littéraire qu'on a terminé, à savoir le roman, et le deuxième genre qu'on vient d'entamer.
La première différence, le roman est une histoire qui est racontée. Alors que dans l'œuvre poétique, vous pouvez avoir plusieurs poèmes et que chaque poème peut avoir sa propre fonction, même s'ils vont partager la même œuvre. C'est pourquoi on parle de recueil poétique. Pour un peu ajouter quelques éléments sur l'intervention de M. Thiam, je rappellerai seulement que la poésie fait partie de l'un des genres les plus anciens. Parfois, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que roman, moi, tout genre littéraire. Pourquoi? Parce qu'il est né seulement au Moyen-Âge. Sinon, tous les autres genres littéraires, pratiquement, sont nés depuis l'Antiquité.